Depuis plusieurs années, la Russie étend son influence à travers le monde, redéfinissant les équilibres géopolitiques. Que ce soit par des alliances stratégiques, une présence militaire accrue ou une diplomatie active, Moscou cherche à renforcer son rôle sur la scène internationale. Son engagement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie témoigne de sa volonté de s'imposer comme une puissance incontournable face aux États-Unis et à l'Europe. Cette expansion suscite des réactions contrastées. Certains pays y voient une opportunité de diversification des partenariats, tandis que d'autres s'inquiètent des conséquences sur la stabilité mondiale. Dans cette vidéo, on te propose de découvrir les partenaires clés de la Russie. C'est parti! On commence avec l'Asie et plus précisément avec l'Inde. Avant la création de l'État indien, les contacts entre la Russie et l'Inde étaient sporadiques, bien que l'Empire russe ait manifesté un intérêt stratégique pour l'Asie du Sud. Les relations remontent à l'époque impériale, mais étaient souvent limitées par la politique impériale britannique en Inde. Ce n'est qu'après la révolution russe de 1917 et l'ascension de l'URSS que les échanges bilatéraux se sont intensifiés, principalement à travers des échanges intellectuels et idéologiques durant l'entre-deux-guerres. L'indépendance de l'Inde en 1947 a marqué un tournant majeur, avec l'Inde adoptant une politique de non-alignement sous la direction de Jawaharlal Nehru, cherchant à maintenir des relations amicales avec les blocs de la guerre froide, tout en évitant de s'aligner sur l'un ou l'autre. En 1947, l'Inde et l'URSS établissent des relations diplomatiques, et celles-ci se renforcent rapidement avec des échanges commerciaux, culturels et militaires. Dans les années 50, l'URSS commence à fournir une aide technique et militaire, marquant le début d'une coopération stratégique croissante, notamment dans l'industrie et l'énergie, avec des projets comme la centrale hydroélectrique de Bakranangal. Les années 60 et 70 voient l'URSS soutenir l'Inde lors de conflits comme la guerre sino-indienne de 1962 et la guerre indo-pakistanaise de 1965, en fournissant un soutien diplomatique et militaire. En 1971, le traité de paix, d'amitié et de coopération signé entre les deux pays après la guerre entre l'Inde et le Pakistan consolide cette relation. Ce traité permet à l'Inde de bénéficier du soutien stratégique de l'URSS en cas d'attaque extérieure, renforçant ainsi leur partenariat de défense. Dans les années 80, la relation se solidifie davantage dans le contexte de la guerre froide, l'URSS devenant le principal fournisseur d'armement de l'Inde. Toutefois, après la dissolution de l'URSS en 1991, l'Inde se retrouve dans un paysage géopolitique redéfini. Malgré cela, la Russie cherche à maintenir et à approfondir ses liens avec l'Inde, en particulier dans les domaines militaires et énergétiques. En 2000, un partenariat stratégique est signé, consolidant la coopération en défense, notamment par la fourniture de systèmes de défense avancés et d'avions de combat. Au cours des années 2000, la Russie reste un partenaire clé dans les domaines de la défense, de l'énergie et de la science, même si l'Inde diversifie ses relations avec d'autres puissances comme les États-Unis et l'Europe. L'Inde, de son côté, perçoit la Russie comme un allié stratégique essentiel, malgré les pressions internationales. En 2018, la signature de l'accord pour l'achat du système de défense S-400 témoigne de cette coopération continue, bien que la guerre en Ukraine ait affecté certains aspects de cette relation. En effet, l'Inde a adopté une position pragmatique, maintenant ses liens économiques avec la Russie, tout en maintenant une neutralité diplomatique vis-à-vis du conflit russo-ukrainien. Depuis 2024, les relations bilatérales ont continué à se renforcer, en particulier après la visite de Narendra Modi à Moscou, où les discussions ont porté sur le commerce, la sécurité et des alternatives aux sanctions occidentales, comme l'utilisation de devises locales pour contourner les restrictions. Ce partenariat stratégique a également été marqué par des projets communs, comme le corridor maritime entre Chennai et Vladivostok. En mars 2025, un nouvel accord militaire a été signé pour l'achat de moteurs de chars T-72, consolidant ainsi le soutien militaire à l'industrie de défense russe. On peut ensuite parler de la Chine. Les relations entre la Chine et la Russie n'ont pas toujours été simples. Au XIXe siècle, la Russie tsariste a profité de la faiblesse de la dynastie Qing pour annexer des territoires chinois en Sibérie et en Mandchourie, notamment par les traités inégaux de 1858 et 1860. Cette période de domination étrangère a marqué durablement la perception chinoise de la Russie.
Après la révolution russe de 1917, les relations entre Moscou et Pékin ont subi une transformation significative. L'Union soviétique a soutenu le Parti communiste chinois dans sa lutte contre le Kuomintang pendant la guerre civile chinoise. Une fois Mao Zedong arrivé au pouvoir en 1949, la Chine et l'URSS ont signé un traité d'amitié et de coopération en 1950. Cependant, dès les années 50, des divergences ont émergé entre les deux puissances communistes, notamment concernant la direction du mouvement communiste international et les relations avec les États-Unis. Les tensions ont culminé en 1969 avec des affrontements armés le long de la frontière sino-soviétique, notamment sur l'île de Zhenbao. Durant les années 1970, la Chine s'est rapprochée des États-Unis, exacerbant ainsi la rivalité sino-soviétique. Après la mort de Mao et l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, les relations sino-soviétiques ont progressivement évolué, notamment après la visite de Mikhaïl Gorbatchev à Pékin en 1989. Suite à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la Russie post-soviétique et la Chine ont normalisé leurs relations, développant une coopération économique et militaire. Toutefois, c'est sous la direction de Vladimir Poutine et Xi Jinping que l'alliance sino-russe s'est consolidée face aux États-Unis et à l'Occident. Les deux pays ont renforcé leur coopération au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, une organisation intergouvernementale fondée en 2001, visant à promouvoir la coopération politique, économique et sécuritaire. En parallèle, des accords énergétiques majeurs ont été signés, tels que le gazoduc Force de Sibérie, qui, opérationnel depuis 2019, transporte du gaz naturel de la Russie vers la Chine. Un deuxième gazoduc, Force de Sibérie 2, est en cours de planification pour augmenter les exportations de gaz russe vers la Chine. En 2002, après l'invasion russe de l'Ukraine, la Chine a adopté une position ambiguë. Officiellement, Pékin a maintenu une posture de neutralité, appelant au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, y compris l'Ukraine, tout en évitant de condamner directement les actions de Moscou. Cette position reflète les intérêts stratégiques et économiques de la Chine, qui cherche à préserver ses relations avec la Russie, tout en évitant de s'aliéner les puissances occidentales. En parallèle, la Chine a renforcé sa coopération économique avec la Russie, notamment dans les secteurs de l'énergie et du commerce, profitant des sanctions occidentales pour obtenir des conditions avantageuses. Depuis l'invasion de l'Ukraine, la Chine est devenue le premier partenaire économique de la Russie, en particulier en achetant son pétrole, ce qui permet à Pékin de financer indirectement l'effort de guerre russe. Toutefois, sur le plan militaire, la Chine reste prudente, évitant de fournir un soutien direct susceptible d'entraîner des sanctions internationales. Sur la scène diplomatique, Pékin a souvent repris les arguments russes tout en appelant à des négociations de paix, se positionnant ainsi comme un médiateur potentiel. On part maintenant en Afrique. Il faut savoir que depuis la chute de Bachar el-Assad, Moscou se tourne vers de nombreux pays d'Afrique, mais notamment la Libye. Regardons ça de plus près. Sous Mouammar Kadhafi, la Libye entretenait des liens étroits avec l'Union soviétique, puis avec la Russie après 1991. Ce partenariat reposait essentiellement sur les ventes d'armements, l'URSS étant le principal fournisseur militaire du régime de Kadhafi, ainsi que sur des accords énergétiques avec des entreprises russes telles que Gazprom et Tatneft. Par ailleurs, la Russie a apporté un soutien diplomatique à la Libye en s'opposant aux sanctions occidentales visant le régime. Cependant, après l'effondrement de l'URSS, l'influence russe en Libye a diminué, bien qu'elle soit restée présente. L'intervention de l'OTAN en 2011, qui a conduit à la chute de Kadhafi, a constitué un tournant majeur. Bien que la Russie se soit abstenue lors du vote de la résolution 1973 de l'ONU autorisant l'intervention militaire, elle a critiqué la chute du leader libyen, la considérant comme une perte stratégique et économique importante. L'effondrement du régime a conduit à l'annulation de nombreux contrats d'armement et accords énergétiques avec Moscou, affaiblissant son influence dans le pays. Néanmoins, quelques années plus tard, la Russie a progressivement réinvesti la scène libyenne, profitant du chaos et de la fragmentation du pays. Après la mort de Kadhafi, la Libye a plongé dans une crise profonde, caractérisée par la lutte pour le pouvoir entre plusieurs factions rivales. Le conflit oppose principalement le gouvernement d'union nationale, basé à Tripoli et soutenu par l'ONU, la Turquie et le Qatar,
à l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'est et le sud du pays avec le soutien de la Russie, de l'Égypte et des Émirats arabes unis. La Russie a choisi de soutenir Haftar pour plusieurs raisons stratégiques. Il représente un allié fiable, capable d'unifier le pays sous un régime autoritaire favorable aux intérêts russes, tout en contrôlant la majorité des champs pétroliers libyens, un atout économique important pour Moscou. La Russie a renforcé sa présence militaire en envoyant des mercenaires du groupe Wagner pour soutenir Haftar, notamment lors de son offensive sur Tripoli entre 2019 et 2020. Cependant, l'échec de cette offensive a affaibli Haftar et conduit la Russie à réévaluer sa stratégie. Bien qu'elle ait réduit son soutien militaire direct, Moscou maintient une présence discrète via Wagner, surtout dans l'est et le sud du pays. Le groupe Wagner, fondé par Dmitri Utkin, un ancien agent des services de renseignement militaires russes, est également actif en Ukraine, en Syrie, en Afrique et plus récemment en Libye. Critiqué pour ses méthodes brutales et ses violations des droits de l'homme, le groupe continue de jouer un rôle stratégique pour la Russie. Parallèlement, Moscou cherche à récupérer des contrats pétroliers et de reconstruction, tout en maintenant une diplomatie ambiguë, en établissant des relations avec les deux camps rivaux. Cependant, la situation a évolué après la chute de Bachar el-Assad en Syrie. Après plusieurs années de soutien au régime syrien, par des livraisons d'armement et des investissements dans les infrastructures, la Russie est intervenue militairement en 2015 pour inverser le cours du conflit en faveur d'Assad. Cette intervention a été cruciale pour la survie politique du président syrien et pour la Russie, qui a ainsi conservé des bases militaires stratégiques en Syrie, telles que la base aérienne de Khmaimim et la base navale de Tartous, renforçant sa position face à l'influence des États-Unis dans la région. Le 29 novembre 2024, la situation en Syrie a basculé lorsque les groupes rebelles ont pris le contrôle de presque la moitié de la ville d'Alep, ravivant les tensions internationales. Le Kremlin a appelé Damas à reprendre rapidement le contrôle de la ville, tandis que l'Iran a réaffirmé son soutien à Assad. Le 8 décembre 2024, la fin du régime d'Assad a été officiellement annoncée avec la fuite du président vers Moscou, où il a obtenu des garanties de protection. Depuis cet événement, des mouvements militaires inhabituels ont été observés sur les bases russes en Syrie. Des images satellites ont montré des avions de transport lourds se préparant à recevoir des livraisons et des hélicoptères d'attaque démantelés sur la base de Khmaimim, tandis que des convois russes circulaient vers cette même base. À Tartous, bien que la majorité de la flotte russe se trouve toujours au large, certains vaisseaux ont été déplacés vers la Libye. Les vols militaires russes entre la Syrie et la Libye se sont également intensifiés, confirmant une activité accrue entre la Russie, la Biélorussie et l'est de la Libye. En mai 2024, le think tank Jusur, basé à Istanbul, a recensé environ 110 positions militaires russes en Syrie, dont 21 bases. Cependant, depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou a réduit sa présence en Syrie, transférant hommes et matériel en Ukraine. Actuellement, les Russes sont présents dans 3 bases, dont 2 dans le nord-ouest du pays, fief de la famille Assad, et la base navale de Tartous, toujours stratégique pour la Russie. Ces bases font l'objet d'intenses bombardements israéliens depuis la fuite d'Assad, bien qu'aucun dommage majeur n'ait été rapporté. La base aérienne de Khmaimim, près de Latakié, reste un point clé sous surveillance. La Russie se tourne ainsi vers la Libye, car la perte de ses bases en Syrie constituerait un coût stratégique majeur. La Libye, avec sa position géographique stratégique, offre à Moscou une alternative pour maintenir sa capacité de projection militaire en Méditerranée et en Afrique. Elle pourrait devenir un point d'appui essentiel pour les opérations russes en Afrique du Nord et au Sahel, tout en rétablissant la confiance avec ses alliés africains, notamment le Mali et la République centrafricaine, qui ont exprimé des doutes après la chute du régime syrien. La Libye permettrait ainsi à la Russie de maintenir son rôle de puissance incontournable dans la région. Enfin, la Russie a intensifié son influence en Afrique ces dernières années, multipliant les accords économiques, militaires et diplomatiques. En Angola et au Nigeria, elle a signé des contrats d'exploitation pétrolière et gazière, consolidant son indépendance énergétique. En Guinée, l'entreprise Rusal joue un rôle clé dans l'extraction de la bauxite. Moscou investit également dans le nucléaire, en proposant la construction de centrales en Égypte et en Afrique du Sud, renforçant ainsi ses relations avec les pays africains. Par ailleurs, la présence militaire russe, notamment par le biais du groupe Wagner,
permet à Moscou de positionner des bases stratégiques sur le continent et de se positionner comme un acteur majeur en matière de sécurité. Pour comprendre l'influence de la Russie en Afrique, il est également essentiel de saisir le rôle du groupe Wagner. Cette organisation paramilitaire russe, bien que non officiellement reconnue par le gouvernement russe, est perçue comme une armée privée servant les intérêts stratégiques de Moscou. Fondée en 2014 par Dmitri Utkin, un ancien officier du renseignement militaire russe, Wagner porte le nom du compositeur allemand Richard Wagner, une figure vénérée par Adolf Hitler. Bien que ce groupe ait été financé par Evgeny Prigojine, un oligarque proche de Vladimir Poutine, les autorités russes ont longtemps nié tout lien officiel. Wagner a d'abord fait son apparition en Ukraine en 2014 lors de l'annexion de la Crimée, soutenant les séparatistes pro-russes du Donbass. Par la suite, il a étendu son influence en Syrie en soutenant le régime de Bachar el-Assad, puis en Libye, auprès des forces du maréchal Khalifa Haftar. En Afrique, le groupe a renforcé sa présence dans des pays comme la République centrafricaine, le Mali et le Soudan, où il propose des services de sécurité et des formations militaires en échange de ressources naturelles ou d'avantages stratégiques. Reconnu pour ses méthodes brutales, Wagner est devenu un acteur redouté et controversé à l'échelle internationale. Bien que la Russie nie tout contrôle direct, de nombreux experts estiment que ce groupe sert de levier pour Moscou dans ses opérations clandestines, permettant à la Russie d'éviter toute responsabilité officielle. En 2023, Wagner a fait la une de l'actualité internationale, suite à une tentative de rébellion dirigée par Prigojine. Mécontent de la gestion de la guerre en Ukraine, il a accusé publiquement le ministre de la Défense, Sergueï Tchoïgou, et le chef d'état-major, Valery Gerasimov, de corruption et d'incompétence. Cela a mené à une marche des forces de Wagner en direction de Moscou, menaçant directement le pouvoir de Vladimir Poutine. Après une médiation du président biélorusse Alexandre Loukachenko, Prigojine a accepté de revenir en arrière pour éviter un bain de sang. En août 2023, Prigojine est mort dans un crash d'avion mystérieux, ce qui a alimenté les spéculations d'une implication du Kremlin. Sa mort a fragilisé la cohésion interne de Wagner, mais a permis à Moscou de resserrer son contrôle sur ses activités. Depuis lors, Wagner a été réorganisé sous une supervision plus directe de la Russie, tout en continuant certaines de ses missions à l'étranger. En Afrique, Wagner reste un outil stratégique au service des intérêts russes. Au Soudan, par exemple, le groupe est présent depuis 2017. Invité principalement par l'ancien président Omar el-Béchir, il a noué des liens solides avec les forces de soutien rapide, FSR, dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemedti. Après le début du conflit soudanais, Hemedti a pris le contrôle de nombreuses mines d'or, profitant ainsi également à la Russie. Wagner aurait signé des accords pour exploiter ses ressources, étant accusé de faire sortir de l'or du pays de manière clandestine. Selon des informations, des avions remplis d'or auraient été envoyés du Soudan vers la Syrie depuis le début du conflit, générant ainsi plus d'1 milliard de dollars par an. Il est estimé que jusqu'à 90% de l'or extrait au Soudan est écoulé par la contrebande. En plus de l'exploitation minière, Wagner assure la sécurité des sites d'extraction en collaboration avec les FSR. Les services de renseignement militaires ukrainiens soulignent l'importance de la présence de Wagner au Soudan, un facteur décisif dans le conflit russo-ukrainien. L'Ukraine cherche à contrer l'influence russe en Afrique pour renforcer son soutien sur le continent. Ces dernières années, l'Ukraine a ouvert des ambassades dans plusieurs pays africains, dont le Ghana, le Rwanda, le Mozambique, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Botswana et la Mauritanie. L'ouverture d'une ambassade au Soudan était également envisagée, mais la guerre a entravé ce projet. En septembre 2023, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré le chef du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, et quelques mois plus tard, des informations ont révélé des opérations des renseignements ukrainiens contre des mercenaires russes au Soudan. Bien que Kiev n'ait pas confirmé ces opérations, une enquête du Wall Street Journal en mars 2024 a révélé que des soldats ukrainiens étaient arrivés au Soudan en août 2023 pour aider le général soudanais à échapper au siège de la capitale. Ce soutien visait à remercier le Soudan pour la fourniture d'armes, notamment des mines de mortier soudanaises utilisées par les forces ukrainiennes en 2022. En outre, des agents ukrainiens ont formé l'armée soudanaise à l'utilisation de drones et d'autres technologies.
En février 2024, l'Ukraine a également envoyé 7,6 milliers de tonnes de farine, suivi d'une nouvelle livraison de 14,6 milliers de tonnes en mars pour soutenir les 18 millions de Soudanais souffrant d'insécurité alimentaire. Toutefois, bien que la Russie soutient initialement les FSR via Wagner, elle a modifié sa stratégie en notant que son allié iranien fournissait des drones à l'armée soudanaise. Le général Yassir al-Atta, commandant en chef adjoint de l'armée soudanaise, a confirmé la coopération économique et militaire avec Moscou, y compris un projet de base militaire en échange de la fourniture urgente d'armes. Le Kremlin cherche à établir une base à Port-Soudan, ce qui permettrait à ses navires de guerre d'accéder à la mer Rouge, une route maritime stratégique reliant la Méditerranée à l'océan Indien, et d'exercer une influence majeure dans cette région riche en ressources naturelles. Le Mali, quant à lui, constitue un terrain d'opération important pour Wagner. Les relations entre la Russie et le Mali se sont intensifiées ces dernières années, marquées par un rapprochement militaire et diplomatique dans un contexte de tensions géopolitiques et de crise sécuritaire dans la région du Sahel. Depuis le coup d'État de 2021, qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali a cherché à diversifier ses partenaires, se tournant notamment vers la Russie pour renforcer ses capacités militaires face à la montée de la violence djihadiste. En réponse, la Russie a fourni une assistance militaire via Wagner, qui a formé les forces maliennes, assuré un soutien logistique et participé à des missions de combat contre les groupes terroristes. Bien que le gouvernement malien ait insisté sur le fait que les mercenaires de Wagner ne sont pas des troupes officielles, leur présence a suscité des préoccupations, notamment de la part des pays occidentaux. Outre la coopération militaire, la Russie et le Mali ont également renforcé leurs liens économiques, en particulier dans le secteur minier, où les entreprises russes ont investi dans l'exploitation de l'or malien. Ce rapprochement a eu des répercussions diplomatiques, le Mali soutenant les positions de la Russie sur des questions internationales, y compris sur la guerre en Ukraine. Cependant, la présence de Wagner a soulevé des inquiétudes quant aux violations de droits de l'homme, notamment lors des combats contre les groupes djihadistes. Depuis décembre 2021, après le retrait des forces françaises, le gouvernement malien a invité Wagner à renforcer la lutte contre les groupes djihadistes, en échange d'accords économiques, notamment dans l'exploitation de l'or. En République centrafricaine, Wagner est actif depuis 2018, protégeant le gouvernement de Faustin Archange Touadéra contre les groupes rebelles, tout en exploitant les ressources naturelles, notamment les mines de diamants et d'or. On part maintenant au Moyen-Orient avec l'Iran. Historiquement, les relations entre la Russie et l'Iran ont été marquées par des rivalités, notamment en raison de l'expansionnisme russe au XIXe siècle, qui a entraîné la perte de territoires iraniens lors des traités de Golestan et de Turkmenchaï. Ces événements ont laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective de l'Iran. Cependant, au fil du temps, les relations entre Moscou et Téhéran ont évolué, surtout à la fin du XXe siècle. Après la révolution islamique de 1979, l'Iran, se détournant des États-Unis, s'est progressivement rapproché de la Russie. Cette dynamique s'est intensifiée dans les années 90, avec une coopération croissante, notamment dans les secteurs militaires et énergétiques. La Russie est devenue un fournisseur clé d'armement pour l'Iran et a contribué à la construction de la centrale nucléaire de Boucher, un projet stratégique pour Téhéran. Sur le plan géopolitique, la Russie et l'Iran partagent des intérêts communs, particulièrement au Moyen-Orient. Les deux pays ont soutenu le régime de Bachar el-Assad durant la guerre en Syrie, renforçant ainsi leur influence régionale tout en contrant les intérêts occidentaux. Cette alliance a consolidé leurs liens et montré leur volonté de défier l'hégémonie américaine. En termes économiques, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont intensifiés, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. L'Iran fournit du gaz et du pétrole, tandis que la Russie exporte des technologies et des équipements militaires. Toutefois, cette coopération est parfois entravée par des divergences stratégiques. La Russie, soucieuse de maintenir un équilibre avec Israël et les pays du Golfe, a parfois généré des tensions. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les relations entre Moscou et Téhéran se sont renforcées. Face aux sanctions occidentales, les deux pays ont intensifié leur coopération commerciale et militaire. Cependant, cette alliance reste fragile. La Russie veille à ne pas se retrouver dépendante de l'Iran, alors que Téhéran cherche à tirer parti de cette coopération sans compromettre d'autres partenariats potentiels,
notamment en Asie ou en Amérique latine. Mais pourquoi certains disent-ils que l'Iran pourrait soutenir la Russie en Ukraine ? Ici, il ne s'agit pas d'une implication directe de l'Iran dans le conflit ukrainien, comme l'envoi de troupes ou une participation active. Cependant, l'Iran joue un rôle stratégique en soutenant la Russie militairement. L'Iran est accusé de fournir des drones à la Russie pour mener des attaques en Ukraine. Téhéran a reconnu ces livraisons, précisant qu'elles ont eu lieu avant l'offensive en Ukraine. Les drones sont devenus une arme cruciale pour les deux belligérants depuis le début du conflit. En janvier 2024, la Russie a utilisé un nouveau drone iranien à réacteur, le Shahed 238. Il s'agit d'une version améliorée des drones précédents. Bien que coûteux, ce modèle est plus difficile à intercepter pour les Ukrainiens. Cependant, ce n'est pas le premier drone utilisé, car dès décembre 2022, la Russie a commencé à utiliser le Shahed 136, rebaptisé Gueran 2. Présenté en 2020, ce drone coûtait environ $20 000 et a été employé pour frapper des infrastructures électriques en Ukraine. Un autre modèle, le Shahed 107, équipé d'une technologie permettant de localiser des cibles clés sur le champ de bataille, a une portée de 1500 km. Certains rapports suggèrent que ces drones ont été offerts à la Russie dans le cadre d'un accord entre les deux nations. Mais le Shahed 238, avec sa vitesse maximale de 800 km/h, contre 180 km/h pour le Shahed 136, constitue une menace plus redoutable. Son coût modeste et sa rapidité ont grandement perturbé les forces ukrainiennes, en raison de son efficacité à viser aussi bien les infrastructures que les troupes, tout en étant difficile à intercepter. De son côté, la Russie a acheté en grande quantité ces drones à l'Iran et a même lancé la production de drones Shahed 136 à Yalabouga, dans la région du Tatarstan. En retour, la Russie a aidé l'Iran à moderniser son armement militaire, en lui fournissant notamment des avions de chasse Sukhoi 35. Fin janvier 2025, la Russie a fourni à l'Iran des Sukhoi 35, des avions de génération 4+, initialement destinés à l'Égypte, mais réorientés vers Téhéran après l'annulation de la commande égyptienne. Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie iranienne de modernisation de son arsenal aérien, dominé jusqu'alors par des appareils vieillissants datant de l'époque pré-révolutionnaire. En 2025, cela témoigne d'un rapprochement significatif entre Moscou et Téhéran. Au début de l'année 2025, il a été révélé que la Russie et l'Iran étaient sur le point de signer un accord de partenariat stratégique global, renforçant ainsi leurs relations dans divers domaines, notamment la défense et la sécurité. Cet accord inclut une clause d'aide militaire immédiate en cas d'agression contre l'un des deux pays, soulignant leur engagement réciproque face aux menaces extérieures. Ce partenariat stratégique reflète un rapprochement croissant entre Moscou et Téhéran, motivé par des intérêts communs tels que la résistance aux sanctions occidentales et la consolidation de leur influence régionale. Début mars 2025, l'Iran, la Russie et la Chine ont annoncé des exercices militaires conjoints au large des côtes iraniennes dans la région du golfe d'Oman. Ces manœuvres, prévues pour débuter le 11 mars 2025, visent à renforcer la sécurité régionale et à démontrer la coopération militaire croissante entre ces trois puissances. Les forces navales des trois pays participent, incluant des navires de combat, des navires de soutien et des unités des gardiens de la révolution iranienne. La Chine déploie un destroyer lance-missiles et un navire de ravitaillement, tandis que la Russie mobilise plusieurs navires de guerre. Ces exercices, marqués par des opérations de recherche et de sauvetage, des frappes sur des cibles maritimes et des simulations de contrôle des dégâts, visent à renforcer la sécurité maritime dans une zone stratégique, le golfe d'Oman, proche du détroit d'Ormuz, un passage crucial pour le commerce mondial du pétrole. Peu après, la Chine, l'Iran et la Russie ont demandé la levée des sanctions imposées à l'Iran lors de discussions tripartites à Pékin. Ils ont critiqué les sanctions unilatérales, qu'ils considèrent comme exacerbant les tensions internationales, et ont plaidé pour le dialogue et la négociation pour résoudre le différend sur le programme nucléaire iranien. Ces discussions interviennent dans un contexte où les États-Unis ont renforcé les sanctions contre l'Iran tout en exprimant un désir de dialogue. Il est donc clair que la Russie est loin d'être isolée et que son influence se trouve sur les quatre coins du monde. Mais l'influence croissante de la Russie dans le monde soulève des enjeux majeurs pour l'avenir des relations internationales. Si Moscou parvient à consolider ses alliances et à renforcer son poids économique et militaire,
elle pourrait redéfinir les dynamiques de pouvoir à l'échelle mondiale. Toutefois, cette expansion n'est pas sans risque, notamment en raison des tensions avec l'Occident et des défis internes que la Russie doit surmonter. L'évolution de cette influence dépendra des choix stratégiques du Kremlin et des réactions des autres grandes puissances. Une chose est sûre, la Russie restera un acteur clé dans les années à venir.